Elias Grant ressemblait à n'importe quel autre éleveur vérifiant son enclos au lever du soleil, mais lorsqu'il compta son troupeau ce matin-là, il découvrit quelque chose qui allait changer le cours de sa vie. L'énorme prédateur qui volait son bétail ne se contentait pas de chasser, il réfléchissait. Et à l'aube, Elias décida qu'il en avait assez point et elle se tenait debout près de la clôture usée par les intempéries, ses mains calleuses agrippant la traverse supérieure jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. 3 vaches de plus avaient disparu, ce qui en faisait 8 ce mois-ci. Les traces qui s'éloignaient du pâturage ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu en près de 20 ans d'élevage. De profondes rainures dans le sol, plus larges que les épaules d'un homme, menant tout droit vers les marécages sombres qui bordaient sa propriété. Marat va encore demander où ils sont passés, pensa-t-il en serrant les mâchoires. Et une fois de plus, je n'aurai pas de réponse sensée à lui donner. Et la lumière du matin projetait de longues ombres sur les parcelles vides où ses meilleurs bovins auraient dû paître. Chaque bœuf manquant signifiait des semaines de travail, de l'argent qui s'envolait et un avenir qui s'assombrissait à chaque aube. Ses bottes craquaient sur la terre sèche tandis qu'il suivait les traces étranges jusqu'à l'endroit où sa terre cédait la place à la nature sauvage. Devant lui s'étendait le marais de Cedar Hollow, un enchevêtrement de cyprès et d'eau trouble, aussi dense qu'une forêt et 2 fois plus impitoyable. Les arbres s'élevaient dans la brume comme des tours squelettiques, leurs racines entrelacées dans une eau noire qui ne reflétait aucune lumière. Quelque part à l'intérieur, des choses invisibles éclaboussaient et s'agitaient. Et sous tout cela flottait une odeur fétide de pourriture. Elias, il se retourna. Jacob Turner arrivait à cheval, la barbe grise humide de rosée matinale et l'air sombre. Le vieux ranchait mi-pied à terre et plissa les yeux en direction du corral vide. Ne me dis rien, dit Jacob en retirant son chapeau. 3 de plus, répondit Elias d'un ton neutre. Les traces mènent à nouveau dans le marais. Comme avant. Jacob soupira et s'essuya le front. Fiston, j'ai vu des ours, des loups, même 1 ou 2 pumas, mais rien, et je dis bien rien, ne laisse des traces comme celle-là. Il est peut-être temps que tu envisages de déplacer le troupeau vers le nord, près de la crête. Elias secoua la tête. Fuir ne résoudra pas le problème. Ce qui se cache là-bas, c'est où je suis. Ça m'observe, ça apprend comment je travaille. Les déplacer ne fera que gagner du temps. Les 2 hommes restèrent debout dans un silence pesant, fixant la pénombre verte et ondulante des marais. Quelque part dans ce labyrinthe de vignes et d'eau se trouvait un prédateur qui transformait le ranch d'Elias en terrain de chasse. Et la logique lui disait d'écouter l'avertissement de Jacob, de limiter les pertes et de sauver ce qu'il pouvait. Mais sa fierté, la même fierté qui lui avait permis de construire cette terre à partir de rien, refusait de céder. Il y a autre chose, dit Elias doucement. Ce n'est pas le hasard. À chaque fois, il s'en prend au plus fort, au plus robuste. Comme s'il choisissait. Jacob fronça les sourcils. Où veux-tu en venir? Le regard d'Elias se durcit. Demain matin, j'y vais. Quoi qu'il en soit, je vais mettre fin à tous ces appoints. Et la cuisine devint silencieuse quand Elias fit part de son projet à Mara. Elle posa délicatement sa tasse de café, les mains tremblantes. Tu ne peux pas être sérieux, murmura-t-elle. Ce marais a englouti plus que du bétail. Tu te souviens de ce qui est arrivé aux garçons des Jennings au printemps dernier? Elias tendit les bras par-dessus la table usée et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient froides malgré la chaleur de la cuisine. Mara, j'ai déjà perdu 8 têtes. C'est presque la moitié de notre troupeau. Si ça continue, nous allons perdre tout ce pour quoi nous avons travaillé. Mieux vaut perdre du bétail que te perdre, toi, dit-elle, les larmes aux yeux. Il doit y avoir un autre moyen. Nous pourrions demander de l'aide aux voisins. Non. Sa voix était ferme mais douce. Je leur ai déjà parlé. Ils ont peur. Personne ne veut affronter quelque chose qu'il ne comprend pas. Il se leva et regarda par la fenêtre. Le soleil matinal brillait sur le corral où paissaient les bêtes restantes, inconscientes du danger qui les guettait au-delà de la clôture. Je travaille cette terre depuis 15 ans, dit-il. Je connais chaque poteau de clôture, chaque lit de ruisseau. Mais ce marais, il expira lentement. C'est comme un autre monde, qui commence là où le mien s'arrête. Mara le rejoignit près de la fenêtre et posa une main tremblante sur son épaule. Alors reste loin de cet autre monde, Elias. Je t'en prie. Je ne peux pas. Il se tourna vers elle, le regard déterminé, animé du même feu qu'il y a des années, lorsqu'ils avaient construit ce ranch ensemble à partir de rien.
Il ne s'agit plus du bétail. Il s'agit de protéger ce qui nous appartient. Le bruit des sabots interrompit leur discussion silencieuse. Par la fenêtre, ils virent Jacob revenir, mais cette fois, il n'était pas seul. Un homme plus jeune chevauchait à ses côtés, mince et au regard perçant, ses vêtements tachés de boue et de poussière. Qui est avec lui? Demanda Mara. Elias plissa les yeux. Nous allons le découvrir. Ils sortirent sur le porche tandis que Jacob et l'inconnu mettaient pied à terre. Elias, dit Jacob d'un ton grave, voici Caleb Rhodes. Il traque la créature qui s'en prend au bétail du ranch Walker, à une trentaine de kilomètres au nord d'ici. Caleb s'avança et tendit une main calleuse. Monsieur Grant. Cela fait maintenant 3 semaines que je suis la piste de cette créature. Ce qui se passe ici n'est pas un cas isolé. Elias sentit son estomac se nouer. Vous voulez dire que d'autres ranchs sont également touchés? 5 à ma connaissance, répondit Caleb. Tous situés dans un rayon de 80 kilomètres. Les mêmes traces. Les mêmes disparitions. Le vôtre est le plus au sud, ce qui signifie que cela s'étend. Mara agrippa le bras de son mari. Elle s'étend? Caleb acquiesça d'un air sombre. D'après les empreintes et les traces de traînée, quoi que ce soit, c'est énorme. 6 mètres, peut-être plus. Elias sentit sa gorge s'assécher. Une créature aussi grande pourrait s'attaquer à autre chose qu'au bétail. Il y a plus, dit Caleb. Les Walkers ont essayé de le chasser la semaine dernière. Ils ont envoyé 4 hommes. Seuls 2 sont revenus. Et elle fit une pause, le regard assombri. Ce qu'ils ont vu dans les profondeurs du marais a changé tout ce que je pensais savoir sur cette bête. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Mara serra plus fort le bras d'Elias. Qu'ont-ils vu? Demanda Elias. Caleb regarda Jacob, qui acquiesça lentement, l'air sombre. Ils ont trouvé où elle vit, finit par dire Caleb. Au fond du marais, là où l'eau devient noire et où l'air est immobile. Ils ont dit que c'était comme un bassin entouré de vieux cyprès, profond de 4 mètres et demi par endroits. Mara déglutit. Et? L'eau là-bas était anormale, dit Caleb. Trouble. Teintée de rouge. Et l'odeur, comme quelque chose de mort depuis longtemps. Mais le pire? Il prit une inspiration. Des os. Des dizaines d'os. Pas seulement ceux de bovins. Certains étaient plus gros. Peut-être humains. Jacob marmonna un juron entre ses dents. Caleb poursuivit à voix basse. Ils ont dit que l'eau avait commencé à bouger, sans que ce soit à cause du vent ou du courant, comme si quelque chose remuait en dessous. Puis la surface s'est brisée. D'abord une tête, puis un corps de 3 mètres. Ils ont dit qu'il était épais comme un tonneau, recouvert d'écailles sombres. Et ses yeux, jaunes, presque intelligents. Mara eut un petit cri. Comment ont-ils réussi à s'échapper? Demanda Elias. Ils ne sont pas restés pour voir si c'était amical, répondit Caleb d'un ton sinistre. Ils ont tiré et se sont enfuis. La créature a disparu sous l'eau, mais elle les a suivis tout au long du chemin. 2 hommes n'ont pas survécu. Elias fixait la ligne sombre des arbres, la colère grandissant dans sa poitrine. Depuis combien de temps est-elle là? Demanda-t-il. Difficile à dire, répondit Caleb. 6 mois, peut-être plus. Mais les anciens parlent de quelque chose qui rôde dans ce marais depuis des années. La plupart pensaient que ce n'était que des histoires. Eh bien, ce n'est plus une légende, dit Elias. Et ça ne s'arrêtera pas tout seul. Mara se tourna vers lui, le visage pâle. Elias, tu l'as entendu. Cette chose tue des hommes armés. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux l'arrêter? Parce que je n'irai pas à l'aveuglette, dit-il calmement. Et je n'irai pas sans être préparé. Caleb l'observa attentivement. Je traque les prédateurs depuis 15 ans. Celui-ci n'est pas seulement fort, il est intelligent. Il chasse comme s'il nous comprenait. Elias serra les mâchoires. Alors je devrais être plus intelligent que lui. Aucun des 2 hommes ne remarqua la légère ondulation qui troubla le marais lointain, rappel silencieux que quelque chose sous la surface avait écouté tout ce temps. Cette nuit-là, la maison du ranch était plongée dans la pénombre, à l'exception de la douce lueur d'une seule lampe à huile posée sur la table de la cuisine. Des papiers et des journaux de chasse étaient éparpillés partout, de vieilles coupures de presse, des notes et des lettres d'autres éleveurs qui avaient eux aussi combattu des prédateurs. Elias était assis, penché sur eux, les yeux brûlants de fatigue et de détermination. Mara posa une tasse de café fumante à côté de lui. « Tu es là depuis des heures, dit-elle doucement. Tu as trouvé quelque chose d'utile. Quelques éléments,
murmura Elias sans lever les yeux. Son doigt suivait les lignes effacées d'un récit détaillant une chasse massive à l'alligator dans le delta de la Louisiane. La plupart des grands prédateurs des marais sont des chasseurs embusqués. Ils attaquent depuis leur cachette, rapidement, silencieusement, mortellement. L'astuce consiste à ne pas leur en donner l'occasion. « Et comment comptes-tu t'y prendre » demanda Mara en croisant les bras. Elias la regarda enfin. À la lumière vacillante de la lampe, elle semblait plus âgée que son âge, des rides d'inquiétude profondément creusées autour de ses yeux. En renversant la situation, répondit-il. Je vais devenir le chasseur, pas la proie. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le marais. Même sous le ciel nocturne, la ligne sombre des arbres était visible, silhouette déchiquetée se découpant sur les étoiles. Cette créature nous a pris sans résistance, continua-t-il. Elle n'a jamais eu à se battre pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle ne connaît pas la peur. Demain soir, cela va changer. Elias, dit Mara doucement en venant se placer à côté de lui. Écoute-toi parler. Tu parles d'entrer sur son territoire, où elle connaît chaque ombre, chaque ondulation de l'eau. Elle a tué des hommes armés. Tu es seul. Ils sont entrés bruyamment, répondit-il. 4 hommes ont piétiné les broussailles, se criant dessus, pensant que leur fusil suffirait. Ils ont effrayé tout le monde sauf leur proie. Il regarda dans l'obscurité. Cette créature n'a pas attaqué par hasard. Elle les a attirés, leur donnant l'impression d'être les chasseurs, jusqu'au moment où elle a frappé. La voix de Mara tremblait. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu peux faire mieux? Parce que je ne vais pas entrer dans son repère, dit-il calmement. Je vais le faire venir à moi. Elle fronça les sourcils, perplexe. Tu vas lui tendre un piège? Pas exactement. Plutôt une embuscade. Elias revint à la table et ouvrit un autre journal. La plupart des grands constricteurs suivent des itinéraires de chasse, des chemins familiers qu'ils empruntent encore et encore. Cette créature attaque notre troupeau depuis un mois. Elle connaît le chemin qui mène à ce corral mieux que moi. Mara compreso Dane. Tu vas attendre là où il passe. Il acquiesca. Demain soir, je serai là avant son arrivée. Quand il viendra chercher un autre bœuf, je serai prêt. Avec quoi? Demanda-t-elle. Ce fusil ne l'a même pas ralenti. Elias esquissa un sourire sinistre. Je ne compte pas sur les balles cette fois-ci. Jacob a de la dynamite qu'il utilise pour déraciner les souches de petits bâtons, mais assez puissant pour faire la différence. Son visage pâlit. De la daine maut? Elias, c'est de la folie. Tu vas t'exploser avant même de l'avoir touché. Ce n'est pas plus dangereux que de laisser cette chose continuer à se nourrir, dit-il calmement. Chaque nuit, elle devient plus audacieuse. Ce soir, elle prend du bétail. La semaine prochaine, elle se rapprochera peut-être. Avant que Mara n'ait pu répondre, un faible bruit parvint par la fenêtre ouverte. Un léger clapotis d'eau, suivi d'un sifflement grave et traînant. Ils se figèrent. Le bruit se fit entendre à nouveau, plus proche cette fois. Elias se dirigea vers la fenêtre, fusil à la main. Le clair de lune brillait faiblement à la surface de l'eau, et là, au bord du marais, il vit un mouvement. Quelque chose de long et de sombre fendait les eaux peu profondes, déplaçant l'eau en large cercle parfait. C'est ici, murmura-t-il. Mara le rejoignit, les yeux écarquillés. Mon Dieu! Ce qui émergea de l'eau noire lui coupa le souffle. Et la créature glissa vers l'avant, avec fluidité et détermination. Sa tête apparut en premier, en forme de coin, froide et prédatrice. Ses yeux reflétaient le clair de lune, brillant comme de l'or en fusion. Le reste suivit, un corps immense et musclé glissant sur la boue avec une grâce sinueuse. Elias réalisa avec stupéfaction que l'estimation du pisteur était erronée. Cette chose ne mesurait pas 6 mètres de long, mais plutôt 7. Le python, ou quelle que soit son espèce, s'arrêta au bord de l'eau. Sa tête se balançait doucement, goûtant l'air. Pendant un instant, Elias crut qu'il fixait directement leur maison. Puis il reporta son attention vers le corral, où le bétail restant s'agitait nerveusement. Elias, nous devons faire quelque chose, murmura Mara. Ne fais aucun mouvement brusque, l'avertit-il. Si nous l'effrayons, il pourrait attaquer au hasard. Le monstre glissa vers l'avant, ses immenses anneaux ondulants comme des vagues. L'herbe s'aplatissait sous son poids, mais il se déplaçait silencieusement, trop silencieusement pour une créature aussi grande.
À l'intérieur du corral, un jeune taureau nommé Copper commença à renifler et à piétiner, sentant le danger. Le python se figea, puis changea de direction. Au lieu d'attaquer Copper, il se dirigea vers un bœuf plus petit qui se tenait à l'écart des autres. La cible parfaite. Le cœur d'Elias battait à tout rompre. Il va attaquer. Avant qu'il n'ait pu viser, la créature se jeta sur sa proie. L'attaque fut plus rapide que l'éclair, un mouvement flou, les mâchoires s'ouvrant incroyablement larges. Le bœuf poussa un bref cri avant que les mâchoires ne se referment sur son coup-poing. Tire. Hurlamara. Elias tira. Le coup de feu retentit dans la nuit, la balle frappant le flanc du serpent. Celui-ci sursauta, mais ne lâcha pas sa proie. Elias tira à nouveau, puis encore, mais c'était comme tirer sur un mur d'armure vivante. Le serpent resserra ses anneaux, écrasant le bœuf avec une précision mécanique. Puis, traînant la carcasse inerte, il commença à abattre en retraite vers le marais. Pas cette fois, grogna Elias en tirant jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Mais la bête continuait d'avancer, imparable. En quelques secondes, elle disparut dans l'eau, ne laissant derrière elle qu'une terre remuée et un silence ondulant. Elias baissa le fusil, les mains tremblantes. Il a pris ce veau comme si de rien n'était. Juste devant moi. Tu l'as touché, dit Mara, la voix tremblante. Je l'ai entendu. Pas assez. Il fixa le bord du marais. Mais maintenant, je sais à quoi j'ai affaire. Il se tourna vers elle, les yeux froids et déterminés. Demain, j'en finirai avec ça. Avec ou sans aide. La lumière du matin filtrait à travers la grange de Jacob Turner tandis qu'Elias examinait 3 bâtons de dynamite posés sur un établi. Le papier huilé brillait faiblement à la lumière. Tu es sûr de toi? Demanda Jacob, les bras croisés, le visage profondément inquiet. Un seul faux pas, et c'est toi qui seras enterré. C'est la seule solution, répondit Elias en rangeant soigneusement les explosifs dans une sacoche en cuir. Les balles ne servent à rien. J'ai besoin de quelque chose de vraiment puissant. Jacob lui tendit une boîte de mèches et de détonateurs. Elle brûle pendant environ 30 secondes. Une fois allumée, tu ferais mieux d'être à mi-chemin vers un endroit sûr. Elias acquiesça. Le plan s'était cristallisé dans son esprit pendant la nuit. Je m'installerai près du vieux bosquet de saules, à 50 mètres du corral. Quand il viendra chercher le troupeau ce soir, j'aurai un angle de tir dégagé pour poser les charges. Jacob secoua la tête. Tu parles de t'approcher suffisamment pour toucher cette chose avec des explosifs allumés. Ce n'est pas de la bravoure, c'est de la folie. Peut-être, répondit Elias doucement. Mais je ne peux pas le regarder détruire tout ce que j'ai construit. Plus maintenant. Et elle passa la sacoche sur son épaule et monta à cheval. Le trajet jusqu'à la maison fut long et silencieux, chaque coup de sabot résonnant comme un compte à rebours. Mara l'attendait sous le porche à son arrivée, le visage pâle. Tu as trouvé ce dont tu avais besoin? Oui. Elias attacha les rênes, puis la regarda sérieusement. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Quoi donc? Emmène la charrette en ville. Reste avec ta sœur jusqu'à demain. Je ne te quitterai pas, dit-elle avec véhémence. Si, tu le feras, répondit-il. Cette chose est trop intelligente pour que l'on prenne le risque de se déplacer dans les environs. Si quelque chose tourne mal, je ne veux pas que tu sois prise dans l'histoire. Ils se disputèrent, mais au coucher du soleil, elle comprit qu'ils ne changeraient pas d'avis. Alors que l'horizon s'embrasait d'orange et de rouge, Elias se prépara pour la bataille. Il nettoya son fusil, testa les mèches dans la pénombre, fit le tour du corral jusqu'à mémoriser tous les angles d'approche. Lorsque les premières étoiles apparurent, il murmura « C'est l'heure ». Mara l'embrassa passionnément, les larmes brillant dans ses yeux. « Promets-moi que tu reviendras. Je te le promets, dit-il, sachant que c'était un mensonge. Alors que son chariot disparaissait sur le chemin poussiéreux, Elias Grant se tourna vers le marais, un fusil dans une main et de la dynamite dans l'autre. Mais dans l'obscurité, quelque chose d'énorme était déjà en train de s'agiter, et cela l'attendait. L'air cette nuit-là semblait plus lourd que d'habitude, épais, humide et agité. La lune n'était pas encore levée, et la seule lumière provenait du faible scintillement des étoiles qui se reflétaient à la surface du marais. Les cigales criaient depuis les hauts roseaux, puis se turent soudainement, comme si le marais lui-même retenait son souffle. Elias s'accroupit près de la clôture du corral, le dos appuyé contre un poteau couvert de rosée. L'odeur de la terre humide se mêlait à la légère odeur métallique de l'huile et de la poudre à canon provenant de la sacoche à ses côtés.
Il avait déjà posé 2 décharges de dynamite, l'une enfouie sous une plaque de boue meuble près du sentier emprunté par les animaux, l'autre cachée sous un bouquet de roseaux près de la ligne d'eau. La troisième restait dans sa main, le détonateur enroulé proprement comme un serpent prêt à frapper. Toutes les quelques secondes, son regard balayait le champ. Le bétail s'agitait nerveusement, ses silhouettes à peine visibles dans l'obscurité. Il pouvait le sentir, la même présence qui hantait le ranch depuis des semaines. Quelque part là-bas, dans l'eau noire et les roseaux bruissants, quelque chose d'énorme bougeait. Une grenouille coassa une fois, puis le silence revint. Le pouls d'Elias s'accéléra au rythme des cigales lorsqu'elles se remirent à chanter. Il serra plus fort son fusil et tenta de stabiliser sa respiration. Il avait déjà connu de nombreuses situations dangereuses. Des tempêtes de bétail sauvage, des orages, un incendie qui avait failli détruire sa grange 2 étés auparavant, mais aucune ne lui avait donné cette impression. Ce n'était pas une question de survie. C'était une rencontre avec quelque chose d'ancien, quelque chose qui régnait bien avant que les hommes ne construisent des clôtures ou des maisons. Puis il entendit. Un bruit sourd et délibéré, suivi d'un autre. L'eau au bord du marais commença à onduler. Elias se leva lentement sur un genou, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Dans la pénombre, il aperçut la silhouette floue de la créature qui se rapprochait, son corps ondulant en vagues lentes et sinueuses. Le reflet des écailles brisait la surface de l'eau comme du verre ondulé. Elle se déplaçait avec une patience redoutable, chaque mouvement étant silencieux et contrôlé. Ce n'était pas une bête affamée qui chargeait, mais un chasseur qui testait l'air, à l'affût du danger. Elias attendit, tous ses muscles tendus. La première charge était enfouie à 10 mètres de la clôture, suffisamment près pour qu'il puisse la déclencher à la main lorsque la créature traverserait le chemin. Et sa tête massive se souleva légèrement au-dessus de l'eau. Ses 2 yeux dorés scrutèrent le pâturage, sans ciller. Puis, comme s'il reconnaissait l'odeur d'une proie facile, le python glissa à nouveau vers l'avant, droit vers le corral. Le bétail se mit à mugir, sa panique montant comme une marée. Un bœuf se précipita vers l'autre bout de l'enclos, se cognant contre la clôture, mais Elias ne bougea pas. Il avait besoin que la créature se rapproche, juste quelques mètres de plus. Puis il sortit complètement de l'eau, et pour la première fois, Elias vit le monstre dans son intégralité à la lumière des étoiles. Et elle était immense, facilement aussi long que 2 wagons mis bout à bout, avec un corps aussi épais qu'un tonneau. Le motif de ses écailles scintillait faiblement, formant une mosaïque de noir et de cuivre. Sa tête seule était de la taille d'une selle. Lorsqu'il glissait vers l'avant, le sol semblait trembler sous son poids. Elias déglutit péniblement, s'efforçant de rester calme et concentré. Il cracqua all'allumette. La flamme soufrée éclata brièvement, éclairant son visage buriné, et la mèche s'enflamma dans un sifflement. 30 secondes. Et elle glissa la charge dans la boue au bord du chemin et recula, comptant silencieusement. 28, 27, 26, la créature était proche maintenant, si proche qu'il pouvait entendre son souffle lent et rauque. La panique du bétail atteignit son paroxysme. Le python s'arrêta, levant la tête plus haut, sentant que quelque chose n'allait pas. Elias se figea. La mèche brûlait, la braise se rapprochant peu à peu de la dynamite. Allez, murmura-t-il. Encore un pas. Les yeux du python se fixèrent soudainement sur lui, 2 boules de feu dans l'obscurité. Il savait. Elias plongea en arrière alors que la créature bondissait. L'explosion déchira la nuit comme un coup de tonnerre. Une colonne de boue et d'eau jaillit vers le ciel, retombant sous forme de gouttelettes brûlantes. L'onde de choc projeta Elias contre la clôture, lui coupant le souffle. Le bétail se dispersa, ses cris résonnant dans l'obscurité. Pendant une longue seconde, il n'y eut rien d'autre qu'un silence assourdissant. Puis, un sifflement grave et gargouillant s'éleva de la fumée. Elias leva les yeux et son cœur se serra. Et la créature bougeait toujours. Des morceaux de boue et de débris collaient à son corps, et un côté de son abdomen était déchiré, brillant dans la faible lumière. Mais au lieu de battre en retraite, elle se précipita vers l'avant avec une fureur renouvelée. Elias saisit son fusil et tira. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les balles déchirèrent son flanc, mais l'élan du serpent ne ralentit pas. Il se jeta contre la clôture du corral, brisant les poteaux épais comme des brindilles. Elias trébucha en arrière, rechargeant son arme de main tremblante. Il parvint à peine à viser avant que la créature ne frappe à nouveau, ses mâchoires se refermant à quelques centimètres de sa jambe. Allez, espèce de salaud! Rugit-il en tirant à bout portant dans sa tête. Le coup a frappé l'os, et pendant un instant, le python a reculé, stupéfait.
Elias en a profité pour allumer la deuxième charge. Ses doigts ont agi rapidement, presque sans réfléchir. Il a coincé la dynamite sous un tas de planches juste au moment où le serpent se jetait à nouveau sur lui, s'enroulant autour du poteau de clôture à côté de lui. Finissons en, a grogné Elias entre ses dents serrées. Et elle alluma la mèche, puis se retourna et courut. Et la détonation retentit comme la voix de la terre elle-même. Le souffle le projeta en avant, la terre et le feu lui mordant les talons. Il heurta violemment le sol, roula sur lui-même et resta allongé là, haletant, tandis que l'écho s'évanouissait dans le marais. Lorsque la fumée se dissipa, le corral était à moitié détruit. Des éclats de bois jonchaient le sol. Le corps du python gisait immobile près du bord de l'eau, tordu, brisé, à moitié enfoui dans la boue. Un œil vitreux fixait les étoiles. Elias se releva en titubant, la poitrine haletante. Pendant un long moment, il resta là, debout, à écouter le vent souffler dans les roseaux. Puis il boitilla vers l'avant, le fusil levé, et poussa la tête de la créature avec le canon. Aucun mouvement. Aucun bruit. C'est fini, murmura-t-il d'une voix rauque. Mais alors qu'il se tournait vers la grange, un bruit derrière lui glaça le sang. Un lent grattement humide. Et elle se retourna brusquement. Le corps du serpent se contracta une fois, puis une autre. La queue, à moitié sectionnée par l'explosion, se tordait violemment. Puis les énormes anneaux se mirent à bouger, et Elias réalisa, avec une incrédulité écœurante, que la créature n'était pas morte du tout. Elle se déplaçait lentement, se traînant vers le marais estropié, mais vivante. Elias leva son fusil, visa la tête et appuya sur la détente. Clic. Vide. Et elle lâcha le fusil et chercha son revolver à tâtons. Avant qu'il n'ait pu le dégainer, le python frappa une dernière fois. Le coup l'atteignit aux jambes, le projetant dans la boue. Une douleur fulgurante lui traversa les côtes. Et la tête de la créature se souleva faiblement, du sang coulant de sa mâchoire brisée. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur lui, désormais ternes, mais brûlant d'une rage primitive. Elias chercha la dernière charge dans son sac, celle qu'il avait prévu de garder. Ses doigts trouvèrent le détonateur et la boîte d'allumettes juste au moment où l'ombre du serpent se profilait au-dessus de lui. Allez, venez, dit-il d'une voix rauque et tremblante. Finissons en, vous et moi. Il cracqua all'allumette. La petite flamme crépita, siffla, puis s'enflamma. Il enfonça la dynamite sous le cou du serpent et roula sur le côté. Et la dernière explosion déchira la nuit. Le feu et la boue jaillirent ensemble, suivis par le fracas des débris qui tombaient. Quand tout fut fini, l'air sentait la fumée, le soufre et le sang. Elias était allongé sur le dos, la poitrine en feu, les oreilles bourdonnantes. Les étoiles au-dessus de lui apparaissaient et disparaissaient tour à tour. Quelque part au-delà de la brume, il crut entendre le faible clapotis de l'eau, mais il ne savait pas si c'était la créature mourante ou le vent qui soufflait dans les roseaux. Puis tout devint noir. Et elle se réveilla sous les rayons du soleil qui filtraient à travers les planches abîmées de son porche. Sa tête lui lançait et ses vêtements étaient recouverts de boue séchée et de suie. Lorsqu'il essaya de s'asseoir, une douleur aiguë lui transperça l'épaule. Doucement, dit une voix familière. Mara était agenouillée à côté de lui, les yeux rougis par les larmes. Tu es vivant, murmura-t-elle. Elias cligna des yeux, étourdi. Le serpent? Mort, dit-elle doucement. Jacob a trouvé ce qu'il en restait à l'aube. La moitié a disparu, mais il ne bouge plus. Tu as réussi. Il eut un rire faible et tremblant. Je suppose que le marais a enfin retrouvé sa paix. Mara sourit à travers ses larmes, essuyant la saleté sur son visage. Et peut-être que maintenant, nous aussi. Elias fixa le marais, où les roseaux se balançaient doucement dans le vent du matin. Pour la première fois depuis des semaines, l'air était calme, presque paisible. Pourtant, au fond de lui, une petite pensée inquiétante persistait. Une créature aussi puissante ne disparaissait pas facilement. Et elle serra la main de Mara et murmura. Espérons que c'était le seul. Mais au-delà du marais, sous l'eau ondulante, quelque chose d'énorme bougea une fois, invisible, puis redevint silencieux. Cette nuit-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude, épais, humide et agité. La lune n'était pas encore levée et la seule lumière provenait du faible scintillement des étoiles qui se reflétaient à la surface du marais. Les cigales criaient depuis les hauts roseaux, puis se turent soudainement, comme si le marais lui-même retenait son souffle. Elias s'accroupit près de la clôture du corral, le dos appuyé contre un poteau couvert de rosée. L'odeur de la terre humide se mêlait à la légère odeur métallique de l'huile et de la poudre à canon provenant de la sacoche à ses côtés.
Il avait déjà posé 2 charges de dynamite, l'une enfouie sous un buisson. De la boue meuble près du sentier emprunté par les animaux, l'autre cachée sous un bouquet de roseaux près de la ligne de flottaison. Le troisième restait dans sa main, la mèche enroulée proprement comme un serpent prêt à bondir toutes les quelques secondes, son regard balayait le champ. Le bétail s'agitait nerveusement, ses silhouettes à peine visibles dans l'obscurité. Il pouvait le sentir, la même présence qui hantait le ranch depuis des semaines. Quelque part là-bas, dans l'eau noire et les roseaux bruissants, quelque chose d'énorme bougeait. Une grenouille coassa une fois, puis le silence revint. Le pouls d'Elias s'accéléra au rythme des cigales lorsqu'elles se remirent à chanter. Il serra plus fort son fusil et tenta de stabiliser sa respiration. Il avait déjà connu de nombreuses situations dangereuses. Des tempêtes de bétail sauvage, des orages, un incendie qui avait failli détruire sa grange 2 étés auparavant, mais aucune ne lui avait donné cette impression. Ce n'était pas une question de survie. C'était une rencontre avec quelque chose d'ancien, quelque chose qui régnait bien avant que les hommes ne construisent des clôtures ou des maisons. Puis il entendit un bruit sourd et délibéré, suivi d'un autre. L'eau au bord du marais commença à onduler. Elias se leva lentement sur un genou, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Dans la pénombre, il aperçut la silhouette floue de la créature qui se rapprochait, son corps ondulant en vagues lentes et sinueuses. Le reflet des écailles brisait la surface de l'eau comme du verre ondulé. Elle se déplaçait avec une patience redoutable, chaque mouvement étant silencieux et contrôlé. Ce n'était pas une bête affamée qui chargeait, mais un chasseur qui testait l'air, à l'affût du danger. Elias s'attendit, tous ses muscles tendus. La première charge était enfouie à 10 mètres de la clôture, suffisamment près pour qu'il puisse la déclencher à la main lorsque la créature traverserait le chemin. Et sa tête massive se souleva légèrement au-dessus de l'eau. Ses 2 yeux dorés scrutèrent le pâturage, sans ciller. Puis, comme s'il reconnaissait l'odeur d'une proie facile, le python glissa à nouveau vers l'avant, droit vers le corral. Le bétail se mit à mugir, sa panique montant comme une marée. Un bœuf se précipita vers l'autre bout de l'enclos, se cognant contre la clôture, mais Elias ne bougea pas. Il avait besoin que la créature se rapproche, juste quelques mètres de plus. Puis il sortit complètement de l'eau, et pour la première fois, Elias vit le monstre dans son intégralité à la lumière des étoiles. Et elle était immense, facilement aussi long que 2 wagons mis bout à bout, avec un corps aussi épais qu'un tonneau. Le motif de ses écailles scintillait faiblement, formant une mosaïque de noir et de cuivre. Sa tête seule était de la taille d'une selle. Lorsqu'il glissait vers l'avant, le sol semblait trembler sous son poids. Elias déglutit péniblement, s'efforçant de rester calme et concentré. Il cracqua all'allumette. La flamme soufrée éclata brièvement, éclairant son visage buriné, et la mèche s'enflamma dans un sifflement. 30 secondes. Et elle glissa la charge dans la boue au bord du chemin et recula, comptant silencieusement. 28, 27, 26, la créature était proche maintenant, si proche qu'il pouvait entendre son souffle lent et rauque. La panique du bétail atteignit son paroxysme. Le python s'arrêta, levant la tête plus haut, sentant que quelque chose n'allait pas. Elias se figea. La mèche brûlait, la braise se rapprochant peu à peu de la dynamite. Allez, murmura-t-il. Encore un pas. Les yeux du python se fixèrent soudainement sur lui, 2 boules de feu dans l'obscurité. Il savait. Elias plongea en arrière alors que la créature se jetait sur lui. L'explosion déchira la nuit comme un coup de tonnerre. Une colonne de boue et d'eau jaillit vers le ciel, retombant sous forme de gouttelettes brûlantes. Le choc projeta Elias contre la clôture, lui coupant le souffle. Le bétail se dispersa, ses cris résonnant dans l'obscurité. Pendant une longue seconde, il n'y eut rien d'autre qu'un silence assourdissant. Puis, un sifflement grave et gargouillant s'éleva de la fumée. Elias leva les yeux et son cœur se serra. Et la créature bougeait encore. Des morceaux de boue et de débris collaient à son corps, et un côté de son abdomen était déchiré, brillant dans la faible lumière. Mais au lieu de battre en retraite, elle se précipita vers l'avant avec une fureur renouvelée. Elias saisit son fusil et tira. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les balles déchirèrent son flanc, mais l'élan du serpent ne ralentit pas. Il s'écrasa contre la clôture du corral, brisant les poteaux épais comme des brindilles. Elias trébucha en arrière, rechargeant son arme avec des mains tremblantes. Il parvint à peine à viser avant que la créature ne frappe à nouveau, ses mâchoires se refermant à quelques centimètres de sa jambe. Allez, espèce de salaud! Rugit-il en tirant à bout portant sur sa tête. Le coup de feu retentit contre l'os, et pendant un instant, le python recula,
étourdi. Elias en profita pour allumer la deuxième charge. Ses doigts travaillèrent rapidement, presque sans réfléchir. Il coinça la dynamite sous un tas de planches juste au moment où le serpent bondissait à nouveau, s'enroulant autour du poteau de clôture à côté de lui. Finissons-en, grogna Elias entre ses dents serrées. Et elle alluma la mèche, puis se retourna et s'enfuit en courant. La détonation retentit comme la voix de la terre elle-même. Le souffle le projeta en avant, la terre et les flammes lui mordant les talons. Il heurta violemment le sol, roula sur lui-même et resta allongé là, haletant, tandis que l'écho s'évanouissait dans le marais. Lorsque la fumée se dissipa, le corral était à moitié détruit. Des éclats de bois jonchaient le sol. Le corps du python gisait immobile près du bord de l'eau, tordu, brisé, à moitié enfoui dans la boue. Un œil vitreux fixait les étoiles. Elias se releva en titubant, la poitrine haletante. Pendant un long moment, il resta là, debout, à écouter le vent souffler dans les roseaux. Puis il s'avança en boitant, le fusil levé, et poussa la tête de la créature avec le canon. Aucun mouvement. Aucun bruit. C'est fini, murmura-t-il d'une voix rauque. Mais alors qu'il se tournait vers la grange, un bruit derrière lui glaça le sang. Un lent grattement humide. Et elle se retourna brusquement. Le corps du serpent eut un soubresaut, puis un autre. La queue, à moitié sectionnée par l'explosion, se tordait violemment. Puis les énormes anneaux se mirent à bouger, et Elias réalisa avec une incrédulité écœurante que la créature n'était pas morte du tout. Elle se déplaçait lentement, se traînant vers le marais, estropiée, mais vivante. Elias leva son fusil, visa la tête et appuya sur la détente. Clic. Vide. Et elle laissa tomber le fusil et chercha son revolver à tâtons. Avant qu'il n'ait pu le dégainer, le corps du python frappa une dernière fois. Le coup l'atteignit aux jambes, le projetant dans la boue. Une douleur fulgurante lui traversa les côtes. Et la tête de la créature se souleva faiblement, du sang coulant de sa mâchoire brisée. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur lui, désormais ternes, mais brûlant d'une rage primitive. Elias chercha la dernière charge dans son sac, celle qu'il avait prévu de garder. Ses doigts trouvèrent le détonateur et la boîte d'allumettes juste au moment où l'ombre du serpent se profilait au-dessus de lui. Allez, dit-il d'une voix rauque et tremblante. Finissons-en, toi et moi. Il cracqua l'allumette. La petite flamme crépita, siffla, puis s'enflamma. Il coinça la dynamite sous le cou du serpent et roula sur le côté. L'explosion finale déchira la nuit. Le feu et la boue jaillirent ensemble, suivis par le fracas des débris qui tombaient. Quand tout fut fini, l'air sentait la fumée, le soufre et le sang. Elias était allongé sur le dos, la poitrine en feu, les oreilles bourdonnantes. Les étoiles au-dessus de lui apparaissaient et disparaissaient. Quelque part au-delà de la brume, il crut entendre le faible clapotis de l'eau, mais il ne savait pas si c'était la créature mourante ou le vent qui soufflait dans les roseaux. Puis tout devint noir. Et elle se réveilla sous les rayons du soleil qui filtraient à travers les planches abîmées de son porche. Sa tête lui lançait et ses vêtements étaient recouverts de boue séchée et de suie. Lorsqu'il essaya de s'asseoir, une douleur aiguë lui transperça l'épaule. Doucement, dit une voix familière. Mara était agenouillée à côté de lui, les yeux rougis par les larmes. Tu es vivant, murmura-t-elle. Elias cligna des yeux, étourdi. Le serpent. Mort, répondit-elle doucement. Jacob a trouvé ce qu'il en restait à l'aube. Il en manque la moitié, mais il ne bouge plus. Tu as réussi. Il eut un rire faible et tremblant. Je suppose que le marais a enfin retrouvé la paix. Mara sourit à travers ses larmes, essuyant la saleté sur son visage. Et peut-être que maintenant, nous aussi. Elias regarda fixement le marais, où les roseaux se balançaient doucement dans le vent du matin. Pour la première fois depuis des semaines, l'air était calme, presque paisible. Pourtant, au fond de lui, une petite pensée inquiétante persistait. Une créature aussi puissante ne disparaissait pas facilement. Et elle serra la main de Mara et murmura. Espérons que c'était le seul. Mais au-delà du marais, sous l'eau ondulante, quelque chose d'énorme bougea une fois, invisible, puis redevint silencieux. Pendant les premiers jours qui ont suivi l'explosion, le marais est resté étrangement calme. Le bourdonnement habituel des insectes ne s'est pas fait entendre. Même les oiseaux ont évité le ciel au-dessus du ranch Grant. C'était comme si tout le marais retenait son souffle, attendant de voir si le monstre avait vraiment disparu. Elias fut incapable de bouger pendant 3 jours. Jacob et Mara s'occupèrent de lui dans la maison en ruine, nettoyant ses blessures et lui faisant des bandages,
tandis que l'odeur des herbes antiseptiques emplissait l'air. Il avait des côtes cassées et un bras gravement brûlé, mais il était en vie, et c'était déjà un miracle. Quand il put enfin se lever, il sortit sur le porche et regarda vers le marais. Une légère brume y flottait encore, brillant d'un éclat blanc dans la lumière du matin. Le corral était en ruine, mais le bétail qui restait était de nouveau calme, la tête baissée, broutant paisiblement. Marat s'approcha de lui et posa une main sur son dos. « C'est fini, Elias, dit-elle doucement. Tu peux te reposer maintenant. Et elle acquiesça lentement, mais ses yeux restèrent fixés sur le marais. Peut-être. Mais je veux voir ce qu'il en reste. Jacob tenta de l'en empêcher, mais l'obstination d'Elias était plus forte que sa douleur. Ensemble, ils marchèrent dans la boue jusqu'à atteindre l'autre bout du marais, l'endroit où la dernière explosion avait déchiré la terre. Et elle gisait là. Le corps du serpent s'étirait à travers les roseaux, noirci et déchiré. Sa peau, autrefois chatoyante de couleur, était terne et craquelée comme du cuir brûlé. La moitié de son énorme tête avait disparu, mais l'œil restant, trouble et laiteux, semblait encore briller faiblement à la lumière du soleil. Jacob laissa échapper un sifflement. « Bon sang, dit-il, il est encore plus gros que je ne le pensais. » Elias ne répondit pas. Il s'accroupit à côté de la créature et passa sa main sur ses écailles froides. Elles étaient rugueuses, presque comme de la pierre. Sous la surface, la chair était dense, différente de celle de tous les serpents qu'il avait connus. Il a peut-être vécu ici pendant des décennies, dit Jacob. Peut-être même plus longtemps. Tu penses qu'il est venu du bayou? Elias secoua la tête. Non. Une créature comme celle-ci ne se promène pas par hasard. Elle nichait ici. La voix de Marat tremblait. Elle nichait? Il acquiesça d'un air sombre. Tu vois ce creux dans la boue? C'est là qu'elle a pondu. L'expression de Jacob changea. Tu veux dire qu'il pourrait y avoir? Elias l'interrompit. S'il y en avait d'autres, ils ont disparu maintenant. Mais je vais fouiller chaque centimètre carré de ce marais pour m'en assurer. Ils passèrent les 2 jours suivants à fouiller les lieux, retournant les troncs d'arbres, passant au peigne fin les roseaux épais, sondant l'eau avec des perches. Rien ne bougeait à part les grenouilles et les libellules. Le marais était à nouveau silencieux, purifié par le feu et la peur. Le 3e soir, Elias se tenait seul au bord de l'eau, le soleil couchant teint le ciel de rouge. Son reflet vacillait à côté du corps sombre et immobile du python. Et elle murmura, « Tu as suffisamment pris à cette terre. Maintenant, tu peux lui rendre. » Puis il se retourna et s'éloigna. Les semaines passèrent. Le ranch commença à se remettre. Jacob aida à reconstruire le corral avec des poteaux plus solides, et Marat planta un petit carré de tournesol près du porche, pour porter chance, disait-elle. Le troupeau recommença lentement à s'agrandir, et le bruit des marteaux remplaça le souvenir des explosions. Les brûlures d'Elias s'estompèrent, mais la cicatrice sur son épaule resta, sombre souvenir de la nuit où le marais avait tenté de l'engloutir. La nuit, il lui arrivait parfois de se réveiller au son du vent dans les roseaux et de sentir un frisson lui parcourir l'échine. Mais chaque matin, le soleil se levait et rien ne bougeait dans le marais, à part les aigrettes et les grenouilles. C'était peut-être la paix. Puis, un après-midi, 2 hommes du comté arrivèrent à cheval. Des géomètres envoyés par la paroisse de Jackson. Ils dirent avoir entendu des rumeurs au sujet d'une bête assez grande pour manger une vache, et voulaient voir ce qu'il en restait. Elias les conduisit au bord du marais, où gisaient encore les restes. La carcasse avait déjà commencé à s'enfoncer dans la boue, les os apparaissant à travers les plaques d'écailles. L'un des hommes s'accroupit et poussa le crâne avec son bâton. « Je n'ai jamais rien vu de tel, marmonna-t-il. Cela vaudrait peut-être la peine de l'envoyer à Bâton Rouge pour qu'il soit étudié. »« Laissez-le pourrir, » dit Elias d'un ton sec. « Le marais peut garder ses secrets. » L'homme haussa les épaules. « Comme vous voulez, monsieur. Mais ce genre de choses ne vient pas de nulle part. » Elias ne répondit pas. Il regarda les géomètres s'éloigner à cheval, leur rire s'estompant au loin. Quand il se retourna, quelque chose attira son attention. Une ondulation dans la boue près du ventre déchiré de la créature. Il s'approcha en fronçant les sourcils. Une petite forme se tortillait là, sombre, lisse et pas plus longue que son bras. Et elle retint son souffle. Le petit serpent glissa à moitié hors de la carcasse, ses écailles étant du même noir cuivré que celles de sa mère. Pendant un instant, il resta immobile, ses yeux sans paupières reflétant la lumière. Puis, d'un mouvement lent et sinueux, il se retourna et glissa sans bruit dans l'eau. Elias resta figé. Son esprit lui criait de bouger, de tirer,
de l'écraser, mais il en était incapable. La petite créature disparut sous la surface avant même qu'il ait pu lever la main point et elle fixa les ondulations qui s'éloignaient jusqu'à ce qu'elles disparaissent, laissant le marais à nouveau calme point quand Mara le trouva 1 heure plus tard, il était toujours là point. Elias? Dit-elle doucement point et elle ne se retourna pas. Il n'y en avait pas qu'un point, elle écarquilla les yeux. Tu veux dire, il acquiesça. Il y avait un petit. Peut-être plusieurs points, elle a peur passa sur son visage, mais il se contenta de soupirer. Ils resteront dans le marais pour l'instant. Ils sont petits, prudents. Mais un jour, il regarda vers l'horizon, où les roseaux murmuraient dans le vent. Un jour, cet endroit se souviendra de ce qui dort sous ses fondations. Mara lui prit doucement le bras. Alors nous serons prêts. Tu seras toujours prêt. Il sourit faiblement. Peut-être. Mais cette terre est plus ancienne que nous deux. Elle trouve toujours le moyen de reprendre ce qui lui appartient. Ils rentrèrent chez eux ensemble alors que la dernière lueur du jour s'évanouissait, leurs pas résonnant doucement sur la terre humide. Derrière eux, le marais brillait faiblement dans le crépuscule, paisible, silencieux, vivant. Quelque part, profondément sous l'eau, quelque chose de petit et d'ancien s'agita à nouveau.